Bonjour Linda. Bonjour Marlène. Linda, nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs années. Céline, une amie que nous avions en commun, a pensé que nous devions nous rencontrer. Je sortais de mon parcours et toi tu entamais le tien. Nous avons échangé nos témoignages, notre parcours, notre expérience, nos émotions. De cette rencontre, il est né un lien fort entre nous. En 2021, nous avions un projet photo, une exposition photo. Une exposition guide de témoignages et pour faire tomber des tabous. On peut avoir eu un cancer et rester une femme, et rester féminine et rester belle. Nous avions proposé cette expérience à 10 femmes. Des portraits en couleur et des portraits fleuris. Frida Kahlo nous avait inspirés. Mais pas que. C'était une expérience thérapeutique pour les belles et roses, avec un travail sur leur image, mais aussi une expérience thérapeutique pour les personnes qui allaient voir les portraits, pour qu'ils aient un regard différent sur la maladie. Au fur et à mesure que nous avancions sur ce projet, je pensais à toi et j'espérais intimement que tu acceptes de nous suivre. Et tu l'as fait, tu nous as suivis. Et cette année encore, tu as accepté de nous suivre dans notre aventure Belle et Rose, et notamment aujourd'hui avec ce podcast. Linda, peux-tu nous dire qui tu es ? Alors oui, je m'appelle donc Linda, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 grands-enfants et je suis mamie de 2 petits-enfants. Comment as-tu vécu ton parcours, Étrangement, après la peur, après avoir être passée par toutes les émotions possibles, je l'ai très très bien vécu, véritablement. Alors, il faut aussi dire que j'ai été très bien entourée par ma famille, par mes amis, par des personnes que j'ai rencontrées comme toi, tu vois, par la suite. Et ça m'a boostée pour vivre ce parcours pleinement, mais surtout pour le vivre sereinement. Voilà, ça c'est très important. En quelle année ça t'est arrivé ? Alors c'était en 2017, en janvier 2017, j'ai passé une échographie et une mammographie. Et là, la radiologue m'a dit « Oups, la semaine prochaine, je vous prends un rendez-vous en urgence, on va faire une biopsie. » Et j'ai pas voulu l'entendre. J'ai dit non, mais j'avais une boule dans le sein depuis l'âge de 15 ans. Donc j'ai dit non, mais c'est rien, elle veut juste faire du fric, biopsie, machin. Non, c'est rien. Et ce contrôle, tu l'avais fait parce que tu voulais contrôler cette boule ou parce que tu avais reçu du dépistage organisé ? Parce que je le faisais tous les 5 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai laissé traîner quelques semaines, sachant que j'avais rendez-vous chez ma gynéco quelques semaines plus tard. Par contre, là, elle m'a dit non. Là, il faut vraiment que vous fassiez la biopsie. Donc, j'ai entamé cette procédure de biopsie. Et puis après, il s'est avéré qu'en mars 2017, effectivement, l'annonce a été terrible. Et en même temps, je m'y attendais. Parce que dans ma famille, il y a eu des cancers. Et je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait se déclarer. Mon mari était à côté, le radiologue est rentré dans la pièce. Et quand il a dit « Je suis désolée madame, vous avez un cancer du sein », là j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit « voilà, on y est ». L'émotion au moment de l'annonce, j'imagine. Ton mari, il était là, il était à côté de toi. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à comment tu allais l'annoncer aux autres ou est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ça a été instinctif et... Alors, je ne voulais pas l'annoncer. Ouais. J'ai mis 3 mois avant de l'annoncer aux enfants. D'accord. On a gardé, mon mari et moi, le secret pendant 3 mois. Et parce qu'on voulait être sûr de la chose et après avoir fait la biopsie, là on leur a dit, ils ont été géniaux, mais vraiment super.
Et voilà. Quel a été le parcours après l'annonce? Donc tu as eu la biopsie, voilà. Et ensuite rapidement on t'a donné le traitement, le protocole, comment Alors ça s'est passé? On m'a fait d'abord on m'a enlevé une partie donc du sein pour l'analyser. Mais c'est pas une biopsie, hein, c'est vraiment on m'a enlevé cette glande, on l'a analysée, etc. Et là le chirurgien a dit bon, il vaut mieux, mais avant qu'il dise quoi que ce soit, je dis enlevez-moi le sein. Il a dit oui, enlevez-moi le sein. Puis finalement, bon, on a fait une mastectomie. Et puis s'en est suivi une chimiothérapie et une radiothérapie. Donc j'ai vraiment eu tout ce parcours-là, tu vois, dans sa globalité. Mais étrangement, je n'ai eu aucune douleur au moment de la mastectomie. Bien sûr, les médecins mettent une poche avec de la morphine en me disant vous l'utilisez quand vous voulez. Je n'ai pas eu une seule douleur tellement j'avais envie de retirer ce sein. Et aujourd'hui même, je ne veux pas la reconstruction parce que dans mon esprit, je sais le parcours par lequel je suis passée et ce que je suis aujourd'hui. Et ça me rappelle, ça a été salutaire. Il fait partie de ton identité. Ouais, de mon identité, mais surtout, je me suis dit, allez, tu es une guerrière. Tu as déployé ta force. Est-ce que cette force, tu l'as soupçonnée en toi avant tout ça? Je savais qu'elle était là. Ou du moins, tout le monde me disait que j'étais forte. Et moi, je me disais, non, pas trop, hein. Pas trop, je ne suis pas trop courageuse. Mais les gens s'en apercevaient autour de moi. Ils me disaient, mais toi, tu es une personne forte. Ben ouais, c'est vrai, je suis une personne Maintenant, forte. Tu le sais, tu en es convaincue. Oui. Qu'est-ce que ce parcours, qu'est-ce que cette maladie, qu'est-ce que cette nouvelle identité, qu'est-ce que tout ça a changé en toi? Beaucoup de choses. Ma façon de me voir, ma façon d'être bienveillante avec moi-même. Parce que je me laissais assez... Non, je ne me ménageais pas en fait. Je courais, je courais. Toute la journée, je courais. Je faisais passer tout le monde avant moi. Et non, je ne me ménageais pas. Donc là, ce regard envers moi, beaucoup plus bienveillant, avoir envie de faire les choses à ma vitesse et non pas à la vitesse que la société veut. Voilà. Ne plus bâcler. Aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je prends le temps de le faire et c'est merveilleux parce que je le ressens, et je réussis tout ce que je fais parce que je prends le temps de vivre. C'est ça, l'envie de vivre. Ça a changé beaucoup. Ça a tout changé en fait. Je me sens plus sereine, plus apaisée. Tu penses que le temps ne nous rattrape pas et qu'après on ne reprend pas de vieilles mauvaises habitudes? Non, on peut pas. Bien sûr, c'est là, c'est toujours sous-jacent, mais justement cette cicatrice-là me dit stop. Quand je reprends peut-être un peu le cours de la vie à être bousculée, stop. Voilà. Et aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus mon corps. Avant, j'avais les mots MAUX qui se manifestaient. J'ai dit, allez, l'éducation veut que, allez, vas-y, boubou, métro, dodo, vas-y. Aujourd'hui, quand je suis quelque part, je le ressens dans mon corps. Je suis soit apaisée, et dans ce cas-là, je me dis, ok, tu es bien là, ta place. C'est ta place. Tu as envie de faire. Mais dès que je sens quelque chose qui ne va pas, mal à l'estomac ou une sensation de mal-être, je dis non, je ne fais pas. Voilà. Et ça, c'est ce cancer en fait. C'est cette maladie qui m'a permis d'être comme ça, d'être moi-même. Avant, je faisais presque, je ne vais pas dire du superficiel, mais aujourd'hui, si j'ai envie de dire non, je dis non. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et quand je le fais avec le cœur. C'est puissant ce que tu dis. Oui, mais c'est super à vivre.
vraiment. En parlant de choses que tu fais avec le cœur, je crois que tu t'es mis à la poterie. Oui. Suite à tout ça. Est-ce Oui. que tu veux nous en dire un mot? C'est pas anodin dans ton parcours? Ah non, c'est tout à... J'ai toujours, depuis ma plus tendre enfance, j'ai aimé tout ce qui était décoration, tout ce qui était travail manuel. Et puis, quand on est sur les bancs de l'école, on réfléchit à ce qu'on ait un travail sérieux, où on gagne bien de l'argent. Et en fait, je me suis perdue toutes ces années. Et justement, quand j'ai eu le temps de réfléchir sur ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi, j'ai découvert la poterie. Alors ça a été vraiment... j'étais sur YouTube et je regardais, puis j'ai dit « Oh, mais c'est super, mais c'est magnifique, mais c'est splendide tout ce que ces personnes arrivent à faire avec un morceau de terre, c'est merveilleux. » Et donc, je me suis initiée, mon mari était avec moi, on a suivi un cours de poterie, tous les deux. Ouais. Ah ouais, c'est génial, c'était la première fois tous les deux, donc on était sur 2 tours, et on a touché la terre. Et ça a été vraiment une révélation. Là, ça a été de pouvoir créer un mug à partir d'une masse de terre, comme ça. C'est la nature, c'est merveilleux. Et donc, je me suis découverte cette passion pour la poterie que j'exerce encore à mon rythme. J'y tiens parce que ça a été ça a été révélateur en fait. Quand j'ai compris que je pouvais le faire à mon rythme, tout s'est éclairci dans ma vie. Tu parles de Richard, oui. Ton mari. Oui. Quand on s'est rencontrés, j'ai souvenir, même si ma mémoire vacille par moments, que tu m'avais déjà parlé de l'importance de ta famille et de tes accompagnants. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur tes accompagnants ou les accompagnants en général dans un parcours justement médical? C'est essentiel. C'est vital, c'est primordial, c'est la base. Je ne parle pas de ces accompagnants qui vous tirent vers le bas. Je parle de ces accompagnants qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui sont là quand vous êtes en baisse de tension. Je parle de tension parce que quand je faisais mes chimiothérapies, j'avais des baisses de tension le lendemain, donc je descendais à 8-6 de tension, ce qui est très 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 bas, et on se sent très 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 mal. Et heureusement qu'il y avait mon mari, il y avait ma belle-sœur, il y avait des amis, il y avait tout le monde qui me remettait un peu et qui m'aidait, qui était là en me disant « T'inquiète pas, tu vas pas mourir, on est là. C'est juste une baisse de tension, ça va passer. » Voilà. Et je remercie ma guérisseuse, je remercie parce que j'ai été suivie aussi, aidée énormément par une guérisseuse qui est une amie. Mon mari, mes enfants, ma belle-sœur, les thérapeutes. Voilà, j'ai vraiment été... c'est essentiel, mais pas des gens qui sont négatifs. Il faut des gens positifs, qui tirent vers le haut. C'est hyper important. Bien sûr. Cette année, ton mari, donc Richard, a accepté de faire notre campagne photo en tant qu'accompagnant pour témoigner de son parcours et de ses émotions. Tu penses que c'est facile pour l'accompagnant de trouver sa place et d'arriver à parler de ses propres émotions pendant le parcours, mais même après? Non. C'est pas facile du tout. C'est très compliqué, surtout que j'ai un mari qui est très pudique. Il a du mal à s'exprimer, à exprimer ses émotions, mais il le montre. Et en fait, j'ai compris au fil du temps qu'il n'avait pas besoin d'en parler, même si je lui disais « mais j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin que tu me le dises ». Mais en fait, il n'est pas comme ça. Mais il m'a montré qu'il était présent à chaque fois que je le souhaitais.
Et quand je lui disais non, là, ce coup-ci, non, ça va, je vais pouvoir me débrouiller avec le taxi qui vient me chercher à la maison, qui m'amène me soigner, et que je rigolais avec ces personnes-là. Non, j'ai dit, Richard, tu peux aller travailler, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en chimiothérapie, j'ai dit, il est hors de question que je fasse une chimio sans toi. C'est pas possible. Et il a toujours été là. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Revenons sur ton parcours. Comment tu as vécu l'après, cette période, cette phase où on te dit, bien écoute, voilà, ça y est, tu as fini le protocole, tu as terminé les examens, tu as terminé les rendez-vous médicaux qui se succèdent, on se revoit dans 6 mois, dans 1 an. Comment tu as vécu cette période? J'étais heureuse déjà, mais je savais que ça allait faire ça parce que j'avais suivi ce protocole à la lettre. Je m'étais portée volontaire et puis j'avais été vraiment comment te dire, en toute confiance. Voilà, c'est ça. Alors, j'essayais de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il y avait eu un truc qui avait bugué à un moment donné. Et puis ça a changé aussi le fait de mon alimentation. Voilà, j'ai oublié de te le dire. Mon hygiène de vie, mon alimentation et le regard envers moi-même. Voilà. Ça a été... aujourd'hui, je cuisine quasiment tout ce que je fais. Je mange beaucoup plus de légumes parce que l'alimentation, il faut en parler aussi parce que c'est hyper important pour notre santé. Manger beaucoup de légumes, des protéines suffisamment, des féculents aussi, mais pas trop, évidemment, pas trop de sucre. Voilà. Et ça c'est pareil, bon, j'adore cuisiner, je trouve que c'est bien. Ça tombe bien. Ça aide. Mais voilà, ça c'est hyper important, l'alimentation, c'est... Ouais, et puis on se sent mieux aussi, Voilà. On a la sensation de prendre soin de son corps aussi. Ouais. Et pardon, je ne me souviens plus de ta question. Excuse-moi. On en parle de ça? Alors on en parle, ouais, si tu veux. Je suis pas tout à fait sortie de la rémission, quoique si on dit 5 ans après, mais l'oncologue me préconise de continuer à prendre de l'hormonothérapie. Donc, alors que la radiologue a dit non, 5 ans c'est bien, l'oncologue m'a dit non, je préfère attendre encore 2 ans. Donc au lieu de 5 ans, j'aurai 7 ans, mais bon, ça c'est un protocole intra-CHU et qui a l'air de bien fonctionner, donc pourquoi pas. Donc je suis toujours, je prends un petit médicament tous les matins, voilà. Et parfois, certaines personnes le supportent mal. Moi, j'accepte les effets secondaires, notamment les bouffées de chaleur, que j'essaie de calmer avec des séances d'acupuncture. D'accord. Voilà, 1 fois par mois, je vais voir mon acupunctrice. Donc toutes ces femmes qui m'entourent, parce que voilà, je voulais aussi te dire, j'ai remarqué, hormis l'oncologue, je n'ai que des femmes autour de moi. Et ça aussi, ça signifie quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça signifie quelque chose. Tous les thérapeutes auxquels auxquels tu t'adresses? Ouais, auxquels je m'adresse, pardon, j'en bafouille parce que ce sont des personnes qui m'aident tellement. Et ce sont des femmes? Ce sont des femmes. Hasard ou pas? Hasard ou pas. Ou hasard? Non, je crois pas hasard. Oui, pas hasard. Je pense que c'est pas du hasard. Et l'hormonothérapie, tu penses que ça joue sur ta mémoire? Et absolument. Voilà. Donc ça fait partie d'un effet secondaire. C'est très 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 déstabilisant, vraiment. On s'y habitue, mais c'est gênant. Des fois, c'est très gênant parce que soit je peux passer du coq à l'âne parce que j'essaie de biaiser un peu la question, etc. Tu vois. Soit je suis obligée de le faire répéter comme je t'ai fait tout à l'heure. Répéter. Après, je pense qu'il n'y a pas... Alors, les traitements d'hormonothérapie, évidemment, jouent sur notamment cet effet secondaire-là. Mais je pense que le parcours, les interventions, les traitements,
la fatigue accumulée fait que on est amené aussi à perdre la mémoire ou à avoir une mémoire un peu plus sélective. Voilà. Donc ça nous oblige au quotidien à jongler, comme tu le disais. Non, mais c'est épuisant. C'est un peu fatigant, un peu déstabilisant parfois. Oui, c'est ça. Mais c'est bien d'en parler. Il faut en parler parce que peut-être certaines pensent que c'est juste elles ou anormal ou non, ça fait partie aussi. Ça fait partie de la suite. Voilà, ça fait partie de la nouvelle vie. Et il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste l'accepter et mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et ben voilà, je suis comme ça. Alors parfois, c'est vrai, avec les bouffées de chaleur, parfois je deviens toute rouge. Quand je suis en public ou quand en réunion, nanana. Oui, et c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. J'ai une bouffée de chaleur. Il faut se réinventer avec celle qu'on est devenue, que ce soit des effets corporels, de mémoire ou autre, ou que ce soit avec ce qu'on est devenu intérieurement et psychiquement. C'est ça. Intérieurement, donc j'ai changé énormément de choses. Extérieurement, tu es toujours aussi belle. C'est gentil, merci. Mais je n'utilise plus des produits sur mes cheveux. Tu vois, je suis vraiment moi-même. Bon, aujourd'hui je me suis maquillée parce que je venais te voir. J'ai filmé, attention. Mais habituellement je me maquille pas. Voilà. Je suis naturelle et je suis bien comme ça. Tu penses que c'est toujours évident pour notre entourage de comprendre ces changements après? Parce que finalement, pour eux, souvent, c'est tu étais avant, tu as eu une période difficile, et puis après, c'est fini. Donc, on va retrouver celle qu'on avait quittée finalement. Est-ce que tu penses que c'est facile pour eux d'accepter ces changements-là? Alors, si c'est pas facile pour eux, ils m'ont tourné le dos. Les gens qui sont restés, ce sont des gens qui m'aiment, vraiment. Et j'ai envie de te dire, je suis comme ça et on me prend comme je suis, voilà. Et ça a fait une sélection dans ma vie, mais les vrais amis sont restés et ça c'est beau parce que moi c'est pareil, j'ai envie de faire pareil avec eux, tu vois, des personnes ont souffert, j'étais auprès d'eux. Je les ai aidés jusqu'à leur dernier souffle. Et voilà. Et ce sont de belles personnes, même si ces personnes-là m'avaient un petit peu tourné le dos, mais c'est pas grave. Je pardonne. Tu as su. Je pardonnais. Voilà, je pardonne. Mais c'est pas grave. Voilà. Et moi, si tu veux, c'est ma reconnaissance envers la vie d'aider à mon tour ces personnes-là. Si elles le souhaitent, bien sûr, jusqu'à leur dernier souffle. Et je trouve ça me fait du bien parce que je sais par où je suis passée, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Du coup, ça me permet de comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel ces personnes sont. Et avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Parce que je te dis, maintenant je fais avec amour, sinon je ne le fais pas. Voilà, je les accompagne jusqu'à leur dernier souffle et ça, c'est bon. Revenons sur la campagne photo à laquelle tu avais participé. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Oui. Qu'est-ce que toi, tu voudrais nous dire sur ton ressenti, sur pourquoi tu as accepté cette proposition? Quel a été ton ressenti? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu gardes en mémoire de cette séance photo, de cette campagne? Alors, quand tu m'as téléphoné pour me dire « Linda, ouais, j'ai un projet de photo », j'ai été hyper enthousiasmée parce que j'avais envie de crier. D'ailleurs, ça s'est vu peut-être sur la photo. J'avais envie de crier au monde entier, mais allez-y, ayez confiance. Ayez confiance, faites et assumez-vous comment vous êtes. Si la maladie est là, c'est pas grave. On peut la vaincre. Elle est moins forte que vous. Allez-y, faites-vous soigner et vous verrez, tout changera dans votre vie. J'avais envie de crier ça en fait au monde entier. Et de remercier, je suis croyante, donc de remercier le Seigneur, de remercier Sainte Vierge. Voilà. Et j'avais envie de dire ça à travers ma photo. Et je pense encore, tu vois, j'ai cette photo dans ma chambre, sur ma commode.
Et chaque fois que je la regarde, je dis ouais, c'est vrai que voilà, il fallait dire ça. C'est vraiment, je crois que j'avais envie de... Enfin, quand je regarde cette photo, c'est ça que je vois. Je crie au monde entier, merci, merci, et allez-y, faites-vous soigner. N'ayez pas peur. On n'aime pas souvent se voir en photo, hein. Je pense que n'importe qui n'aime pas trop son image. Tu t'aimes sur cette photo ? Oui, ouais, je la trouve merveilleuse. Pauline, la photographe, a été merveilleuse aussi. Toi, tu mets à l'aise tout de suite, mais toi, j'ai à 3000% confiance en toi, donc je pourrais aller au bout du monde avec toi. Ne le dis pas. Ah oui, mais trop vite. Ah oui, mais... Prépare ton baluchon. C'est ça. Mais c'est que du bonheur, Ouais. Mais si je m'aime sur cette photo, oui, tu vois, avant je t'aurais dit oui, non, peut-être, mais là non, je te dis oui, je m'aime sur cette photo. Moi je me souviens de la séance, je m'en souviens très bien. Oui. Toutes ont été très inspirantes. Je pense qu'on aurait pu te prendre en photo, on pourrait encore y être. Oui, c'est vrai. On ne savait plus quel cliché choisir, quel poste faire prendre, tellement tu étais radieuse et tu irradiais de cette joie et de ce message que tu viens très clairement de dire, c'est-à-dire c'était le revers. Montrer aux autres. Voilà, c'était la première fois en fait que tu m'as donné la possibilité de montrer aux autres que c'était possible. Voilà, en fait c'est ça. Le truc c'est que c'était la première fois. Allez-y, mais ayez confiance. Regardez. Oui, de le montrer publiquement, mais finalement tu le montres toi tous les jours à toute personne que tu croises. Oui. Et même si tu croises une personne dans la journée à qui tu passes ce message-là, mais c'est une personne à qui tu as passé ce message. Absolument, et ça c'est très important. Mais le fait d'avoir fait une photo, c'est figé à vie. Et ça c'est bon. Tu peux le voir n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Voilà. Cette image-là est figée et ça a vraiment démontré. D'ailleurs, tu as vu sur la photo, je regardais en l'air. C'était pas anodin non plus, mais je ne l'ai pas calculé. C'est venu comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je crois que c'était ça, un remerciement en général. Et de dire aux femmes, allez-y, faites-vous soigner. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça fait... Bien sûr qu'au début, on passe par toutes les émotions. Mais ensuite, de toute façon, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? On meurt ou on vit ? On vit. C'est bon de vivre quand même. À partir du moment où on nous donne des armes. Ben oui, c'est ça. Donc allez-y, foncez, ayez confiance en l'équipe médicale, ça aussi c'est très important. Bien sûr. Ils sont aussi nos accompagnants médicaux, mais nos accompagnants. Ah oui. Ils jouent un rôle particulier. Très particulier. Très important. De booster et de confiance. Voilà. Parce qu'on est quand même fragilisé pendant les soins. Voilà, c'est vraiment... Ouais. Mais voilà, allez-y. Mesdames, allez-y. Et ayez confiance en vous. Il n'y a que des belles choses de toute façon dans les gens, il n'y a que des belles choses. Et ils sont aussi un repère parce que ce n'est pas notre domaine. Donc tout le milieu médical nous apporte leurs conseils précieux. Je ne sais pas si toi tu as pris plusieurs conseils, si tu... Voilà. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas, donc on a besoin de leur avis, on a besoin, mais tant du médecin que de l'infirmière au bloc, que de l'infirmière pendant les soins, que de la SH, que toutes ces personnes qu'on va croiser pendant notre parcours vont nous apporter quelque chose. Et de la psychologue aussi. Des psychologues qui sont très 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 importantes aussi, parce qu'elles peuvent mettre des mots sur ce que l'on ressent. On soupçonnerait parfois même pas ce qui peut être bon en nous et les ressources que l'on a. Et ces personnes-là nous les font sortir en fait. Elles sont très importantes. On revient sur ce que tu disais au début en fait, où tu disais que tu n'avais même pas senti les douleurs de ta mastectomie parce que ta tête te disait je le veux plus. Et là tu reviens sur le fait que le psychologue a pu mettre en avant la force que tu avais. Il y a la partie certes médicale, les traitements qui sont là pour nous soigner, il y a les accompagnants, il y a les opérations, mais je pense que la partie psychologique, notre tête, la façon dont on voit notre maladie... L'esprit il fait 75% du travail.
Tu penses qu'il y a un moment où il y a un déclic où on se dit tiens, je vais choisir de vivre ma maladie comme ça? De toute façon, je te dis, on n'a pas le choix. Elle est là. Alors, elle ne va pas disparaître si on ne fait rien. C'est que si on se dit ok, tu es là, ok. Bon, tu es arrivé pour quelque chose, parce que moi je pense que il y a un élément déclencheur qui fait que ça apparaît. Je pense que voilà, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait déclencher ma maladie, qui a des pouf, voilà. Les cellules se sont multipliées à vitesse grand V parce que j'ai eu un choc émotionnel. Voilà. La psychologue m'a permis de savoir quels étaient tous ces chocs émotionnels, parce que je pense que c'est une succession aussi de chocs. Et à un moment donné, pouf, ça claque et voilà. Donc ça aussi, ça m'a permis. Je dis bon, ok, voilà, c'est vrai, c'était comme ça, c'est voilà. Mais bon, maintenant que c'est fait, il faut arriver à le dépasser, à le vaincre, ce crabe. Ça te parle? Ouais. Ce petit crabe. Et ouais. Et tu sais, ça me fait penser aussi. Tu m'as donné beaucoup d'espoir, toi aussi, quand on s'est vu que j'étais en soins. Tu m'as dit j'ai fait ça, et j'ai tout fait pareil que toi. Notamment, tu te souviens ce fameux tableau? Oui, voilà. Ce calendrier des chimios. Ouais, le calendrier des chichis. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et donc, chaque fois, pouf, on rayait la chimio qu'on venait de faire. Tac, 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 jusqu'à arriver à la dernière. Et ça, mais c'est un booster. Tu vois, des fois, c'est des petites choses comme ça qui te permettent d'avancer et de vivre la maladie plus sereinement. Te dire, hop, c'est bon, ça c'est fait, allez, on passe à autre chose. On n'a pas le choix de la vivre ou pas, parce que comme tu dis, quand elle est là, elle est là. Par contre, je reviens sur ce que tu dis, je suis d'accord, on a le choix de comment on va vouloir le vivre. Même si par moments, il y a des émotions qui vont nous rattraper et qui vont faire que même si on a décidé, on a quand même le choix de comment on va la vivre, de quelle tonalité on va vouloir lui donner. Et je pense que ça joue sur notre parcours, sur le parcours de nos accompagnants et sur ce qu'on devient aussi après, forcément, parce que ça fait partie de notre parcours de guérison aussi. De notre histoire. Ouais, je me rappelle de ce calendrier où je notais chacune de mes séances de chimio et entre-temps, je faisais une croix dessus, une de moins ou une de plus. Oui, c'est ça. Et puis je marquais ce que je faisais entre chaque séance pour me dire... déjà à la 15e, je ne me rappelais pas de la première parce que la mémoire. Et puis je me disais, en fait, tu as vécu, tu as fait des choses pendant cette période-là, et même sous traitement, et même sous chimiothérapie. Tu as fait des choses. Tu as avancé. Tu as avancé, tu as vécu différemment, tu as fait des choses différemment, des choses différentes que tu n'aurais aussi pas faites si tu travaillais, si tu étais encore dans ton parcours. Donc, exactement. Donc je suis ravie que tu en reparles aujourd'hui. Mais tu vois, il y a des flashs comme ça qui me reviennent. Mais c'est un booster finalement. Voilà. On arrive à trouver nos boosters. Nos choses qui nous font du bien à nous-mêmes. Et tous ces messages, tous ces SMS que tu m'as envoyés. Il y a notamment un mot, la patate. Et tu sais que je l'emploie encore. La patate. Tu l'as aujourd'hui encore, la patate. Ah oui, mais et puis je l'emploie. Et chaque fois que je l'emploie, je dis, il y a un peu de Marlène là-dedans. J'adore. Je pense qu'on s'inspire toutes les unes des autres et c'est aussi l'idée de ces podcasts et de cette association Balai Rose, c'est d'arriver à donner des pistes à des personnes qui vont entamer leur parcours, que ce soit évidemment des patientes ou que ce soit des accompagnants. Pour essayer de leur donner des pistes pour voir un peu les choses différemment et qu'on s'inspire pour que finalement on arrive à trouver qui on est nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de personnes les mêmes et on passe beaucoup de temps à s'inspirer des autres, à s'identifier parfois aux autres. C'est pas pareil s'identifier et s'inspirer, et l'intérêt de cette communauté Balai Rose, c'est de pouvoir transmettre des messages à ces personnes en leur disant ça peut être des idées, ça peut être... Mais finalement, cette maladie, elle n'arrive pas pour rien. Il faut que ça nous permette de trouver qui on est, de gagner du temps sur tout ce qui nous reste à vivre, parce qu'il reste plein de choses à vivre après. C'est pour ça que je dis que cette maladie est salutaire. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça pour pouvoir l'accepter. Et effectivement, c'est une réflexion sur nous-mêmes.
il faut pouvoir être aidé aussi, hein, parce Bien que sûr. Seul, c'est pas possible. Bien sûr. Et Belle et Rose, effectivement, permet justement de répondre peut-être à des questions que ces femmes se posent parce qu'elles ne savent pas où chercher, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais, j'ai besoin d'un thérapeute, mais lequel Donc je sais que Belle et Rose va pouvoir justement orienter ces femmes-là en disant tu vois, cette kiné-là, elle est plus orientée vers tout ce qui est lymphatique. Voilà. Voilà, c'est de donner des pistes que ces femmes en chimio ou dans la phase de leur parcours de soins se posent comme question, et puis voilà, vous vous permettez de faire avancer plus vite. En tout cas, on essaie d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire il y a des pistes. Voilà, c'est pas parce qu'on nous envoie vers tel thérapeute, si le feeling ne passe pas, qu'on doit s'obliger à continuer. Exactement. En fait, c'est de s'ouvrir des pistes en disant mais il peut y avoir d'autres solutions de réflexion, de soins support sur cette maladie-là. Ensuite, on n'a pas prétention à connaître tous les partenaires, mais voilà, c'est de donner à ces femmes et à leurs accompagnants des pistes pour dire aller chercher une vision différente, aller chercher des interlocuteurs peut-être différents, de ne pas hésiter à pousser un peu les murs. Il n'y a pas en plus de mode d'emploi pour vivre une maladie. Hein. Non. Il n'y a pas de façon similaire de la vivre, même si on vous annonce deux diagnostics identiques. Il n'y en a jamais qui sont vraiment identiques, donc il n'y a pas de façon identique de vivre le parcours. Et c'est pas parce qu'une telle va vivre comme ça qu'elle sera forte et l'autre moins forte. On est toutes très fortes dans ce type de parcours-là. Et on fait avec les armes qu'on a, et y compris, comme tu me disais, l'entourage, le milieu dans lequel on vit, tout ça, ça compte beaucoup. Et notre histoire. Exactement. Et notre histoire. Mais Belle et Rose est là aussi pour faire avancer et à l'écoute aussi. Voilà. Tu es là aussi pour écouter et tu le fais très bien. Et ça, c'est important, ne serait-ce que verbaliser, voilà, c'est hyper important. Il y a Belle et Rose, mais il y a tout un tas d'autres associations, d'interlocuteurs, de communautés qui sont créées. Le tout, c'est d'arriver à se dire on n'est pas seul, il ne faut pas s'isoler. Et en plus, on est à disposition quand la personne le souhaite. C'est pas forcément au début du traitement, au début du parcours, ça peut être après, ça peut être des années après, ça peut être... Voilà, le tout, c'est d'arriver, que ce soit, je ne sais pas, peut-être, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais voilà, il y a des choses à faire en dehors même du protocole médical qui est indispensable pour voir le parcours différemment. Linda, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que je vais dire? Ça ne sera pas un mot, hein, ça sera une phrase. Une phrase? Tout ce que tu veux. Je suis un peu bavarde. Non, je vais dire que, écoute, cette maladie m'a permis d'être moi-même. Je serais passée sur cette terre en me disant, ok, tu te regardes en face, c'est toi qui dis ça. Voilà, c'est pas quelqu'un qui t'a dit machin, c'est pas ton éducation qui a fait que tu vas faire ça. Non, je te dis non, c'est non, je te dis oui, c'est oui. J'ai énormément de reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont aidée, qui ont été là. Je les aime, mais vraiment d'amour. Vraiment. Et non, mais c'est vrai parce que c'est hyper important de se sentir soutenu. C'est vraiment ça. Et à mon tour, j'ai envie de soutenir. Voilà. Et voilà, donc ça, le fait de aussi prendre le temps de vivre. Tu sais, une fois, je l'ai réalisé, j'ai dit j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. Je n'arrêtais pas de le répéter, et en fait c'était ça, quoi. Tout ce parcours de santé m'a permis de dire j'ai envie de vivre à mon rythme. Stop, arrêtez l'enchaînement des choses. J'ai envie de vivre à mon rythme. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire ça, j'ai envie d'être reconnaissante, et je le suis. Je te dis, j'aime mon entourage d'amour, vraiment. Voilà. Et à mon tour, j'ai envie d'aider. Voilà.
Et je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Je t'aime d'amour. Oui, ouais. Merci d'avoir été là et d'être là. Ton podcast, tu vois, va te permettre sur une toute petite partie de ce que tu dis de donner et de faire transpirer les messages que tu adresses. Ouais. Tu soulèves plein de sujets, tu soulèves plein de points qui font du bien. Moi, en tout cas, ce que tu viens de dire là, à ce moment précis, ça m'a fait du bien. Donc déjà, rien que pour ça, merci. Je suis contente, c'est une belle journée. Et c'est une belle journée. Je suis contente de t'avoir vue aujourd'hui. Moi, c'est pareil. Donc merci d'avoir accepté à nouveau cette aventure. Il y en aura plein d'autres. Tu es trop inspirante, Linda, pour que je m'arrête là. Merci, tu es un amour. Tu es un trésor de la vie. Donc continue la poterie. Oui, merci. Continue à être telle que tu es, ne change rien. Et le podcast va, je suis certaine, apporter plein de pistes et de messages à plein de personnes. Tant mieux. Merci Linda. Merci à toi.